Ruby l'ado Kraken raconte l'histoire de Ruby Gilman, une ado Kraken qui vit avec sa famille sur la terre ferme, avec les humains, et la vie est plutôt normale jusqu'au moment où ses pouvoirs de Kraken se libèrent, ce qu'elle l'emmène à en savoir plus sur son espèce et son héritage, ça plus le fait qu'une autre créature marine vient d'arriver dans son lycée, qui plus est une sirène, les ennemis mortels des Kraken. Alors je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris, car les trailers vendaient vraiment pas du rêve et pourtant ce film est très qualitatif. Il est pas parfait bien sûr, il y a des problèmes, mais ça on le verra le temps voulu, ok? Commençons d'abord par les points positifs. Niveau animation, on pourrait trouver que c'est moins intéressant que le Chapeauté 2, mais en vrai c'est pas le cas. En tout cas, il n'est pas moche, ça c'est sûr. Le film est très coloré et l'animation est de très bonne facture. J'aime surtout comment la famille Kraken bouge sur la terre ferme. En fait, étant donné qu'ils ont pas de squelette, ils bougent un peu n'importe comment ou alors de façon pas très naturelle. Enfin, ils essayent d'être naturels, mais ça marche pas. Du coup, ça les rend vachement expressifs. Du coup, ça rend le contraste assez drôle, donc je trouve que c'est un bon point. Après, j'ai un peu de mal avec le chara-design de certains personnages, parce qu'il y en a qui passent bien, comme la sirène géante qui a une chevelure en cascade d'eau, c'est vachement cool. Et après, il y en a d'autres, comme le crush de Ruby, où j'étais persuadé qu'ils allaient nous dire que c'était un homme oursin depuis le début, mais c'est jamais arrivé. Donc voilà, t'as des chara-design qui passent et d'autres qui passent moins, je trouve. Mais à part ça, l'animation est impec. En ce qui concerne la musique, j'ai été très surpris de la qualité de cette dernière, car non seulement elle accompagne bien les scènes, mais en plus, on a dans ce film des scènes où la musique prend le dessus sur tout le son. Quand l'héroïne va au lycée ou quand elle traverse l'océan. D'ailleurs, ces moments où elle traverse les eaux sont très jolis, mais en même temps, je suis fan des fonds marins, donc dans tous les cas, j'étais conquis. Mais enfin bref, je trouve que les musiques sont non seulement très bonnes, mais en plus elles font vraiment chansons que tu pourrais écouter dans la playlist d'un ado. Donc non seulement ça accompagne les scènes, mais en plus ça te fait dire que ça correspond totalement avec le personnage, pour vous dire la qualité derrière. Non, sérieusement, c'est très très bon. Bon, là on va parler du scénar et après les persos, parce que comme ça je commence avec le plus court. Alors en soi, l'histoire est pas incroyable. Le coup d'un ado qui se découvre des pouvoirs et qui doit savoir jongler entre sa vie normale et sa vie surnaturelle. Bon, on en a eu une chier de ces histoires, mais est-ce que pour autant ça en fait un mauvais scénario? Non, je trouve pas. Il reste bon et rappelle aussi qu'on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude, et même si à certains moments on sait très bien où ça va aller, ça nous empêche pas d'apprécier les personnages. Ce qui nous fait une superbe transition pour aborder le deuxième sujet, les personnages. Alors il y en a pas mal et certains plus intéressants que d'autres, alors je vais surtout parler de ceux où j'ai un truc à dire, en commençant par Ruby. D'habitude, les ados dans les fictions me font hérisser le poil, sérieux, je supporte pas ces persos. Mais là ils ont réussi à la rendre non seulement réaliste, mais en plus attachante. Il faut le noter, hein, parce que quand t'as certaines séries qui essayent ce genre de truc, ça marche jamais. C'est d'ailleurs assez ironique qu'elle soit super réaliste alors qu'elle est littéralement la peau bleue. D'ailleurs, si vous étiez comme moi et que vous vous demandiez s'ils allaient justifier le fait que les personnages ne réagissent pas en voyant une famille bleue, sans nez et avec 4 doigts, ben ils le font, mais d'une façon tellement débile que c'est plus une blague qu'une vraie justification. En bref, c'est une protagoniste très appréciable. Mais qu'en est-il de la méchante? Alors la méchante, elle s'appelle Chelsea et c'est la fille populaire du lycée cliché qu'on a déjà vu 5000 fois. Sauf que pour changer, le personnage, pendant une très longue partie du film, elle est la seule alliée, entre guillemets, de Ruby. C'est la seule en dehors de la famille qui connaît son pouvoir et étant donné qu'elle est une sirène, elle peut parfaitement comprendre son point de vue en ce qui concerne le fait de se cacher aux yeux du monde, ce qui est cocasse étant donné que les deux espèces se détestent. Sauf que tous les trailers ont annoncé que ça allait être la méchante. Alors du coup, quand elle finit par la trahir, tu n'es absolument pas choqué. Je veux dire, moi aussi j'aime pas les méchants surprises, et on a vraiment besoin de passer cette mode de merde, mais le film fait tellement un bon boulot pour cacher les vraies intentions de Chelsea, et ça avec tout son jeu de manipulation, que c'est juste du gâchis d'avoir tout révélé dans les trailers. Après, c'est pas pour autant que j'aime pas le perso, au contraire. Je veux dire, son côté pouf est tellement balancé à l'extrême que ça peut que me faire sourire. Ça, plus le fait que son design est totalement pompé d'Ariel dans la petite sirène, sans déconner, je peux que aimer ce perso. D'ailleurs, on en parle ou pas qu'elle ressemble totalement à la petite sirène du dessin animé, alors que c'est un film qui sort après le film live de Disney tout pourri. D'ailleurs, en parlant de Disney, ça fait tellement plaisir de voir des parents dans un film d'animation qui sont pas des énormes sociopathes ou des gros cons toxiques. Sans déconner, regardez ce film après avoir regardé Coco, Encanto et Alerte Rouge, ça fait un vent d'air frais, je vous jure. Après des années de parents Disney et Pixar qui sont juste des mecs toxiques et autoritaires, qu'on pardonne tout à la dernière minute parce que t'as compris, ils ont eu un peu la vie dure. Et ben là, ce film, non seulement les parents ne sont pas des abrutis sans cœur, mais en plus, ce sont foncièrement de bonnes personnes, mais surtout de bons parents. Alors évidemment, on a un peu de conflit entre la mère et Ruby, mais ça reste cohérent et ça s'explique avec le fait que sa mère a tout fait pour la protéger, quitte à lui cacher des trucs un peu importants quand même. Et d'ailleurs, j'aime énormément le fait que ce film parle de la situation quand tu deviens parent. À savoir le fait que tu dois dédier tout à ton enfant, quitte à sacrifier des rêves ou des objectifs de vie qui te sont très chers, mais que tu dois abandonner parce que tu dois maintenant t'occuper de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui mérite toute ton attention et toute ton énergie, à savoir ton enfant. C'est un message très intéressant et très important pour tout parent qui se respecte.
Et j'admire le fait que ce film ose en parler. De toute façon, le personnage de la mère en elle-même est genre le meilleur perso du film. Sans déconner, elle est drôle, empathique, et putain, elle peut être badass des fois. Mais du coup, je passe aussi au seul personnage qui m'a vraiment dérangé du film. Bon non, c'est faux, il y a aussi les potes de Ruby que je trouve insupportables. Mais étant donné qu'on les voit pas beaucoup, ça m'a pas tant dérangé que ça. À l'inverse de la grand-mère qu'on voit pas mal de temps et qui là me pose problème. Parce que tout ce que fait le personnage de la grand-mère, c'est passer son temps à essayer de foutre Ruby sur le trône pour qu'elle abandonne sa famille et ses amis, pour passer toute sa vie à combattre des terribles monstres, tout ça pour protéger un peuple qu'elle n'a jamais connu. Je veux dire, je suis le seul à avoir une très mauvaise influence là. Non, parce que dans le film, il y a que la mère de Ruby qui essaye de la remettre en question, hein. Et le problème, c'est que la discussion finit super court car il y a le combat final qui a commencé. Et à la fin, tu comprends pas parce que t'as l'impression qu'elle a abandonné l'idée alors qu'elle t'a bien fait comprendre que c'était extrêmement important pour elle et qu'elle allait pas lâcher le morceau. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a eu une conversation hors chambre, mais en tout cas, ça existe pas son changement de caractère. Et d'ailleurs, tu vois le favoritisme, hein, parce qu'elle pense grandement de sa fille, mais par contre, son fils, elle lui a pas fait un câlin depuis 15 ans. Putain, la grand-mère de l'année, quoi. Ça, et étant donné qu'on est dans les problèmes, j'en ai deux autres aussi. Alors déjà, mon premier, c'est tout le délire autour du trident. Alors le trident, c'est un peu le MacGuffin du film, parce qu'en fait, c'est l'objet que le méchant va absolument acquérir pour pouvoir se venger, sauf que ce trident, il a pas de pouvoir. Enfin si, il peut te faire grandir de 4 mètres, mais c'est tout. Je veux dire, c'est une arme qui est vendue comme l'arme la plus mystique et la plus puissante du film, mais elle fait rien. Je veux dire, Chelsea passe son temps à taper avec, ce que ça tire pas des lasers, ça crée pas des grosses vagues. Je veux dire, merde quoi, un truc basique que même Poséidon il savait faire. Non, c'est juste un bâton qui te permet de grandir. C'est tout, très bien. Ça, et aussi le combat final. Il est lent, et mou, et pas très impressionnant, alors que c'est un combat de kaiju, merde, c'est un combat de monstres géants, fait tout péter. Mais non, ça se fout quelques patates, ça tire quelques lasers, et à la fin c'est fini. C'est anticlimatique à un point. J'avoue, c'est le seul moment du film que j'ai trouvé long pour le coup. Je veux dire, merde, le parcours à faire pour aller chercher le trident était plus cool et plus dynamique que tout le combat final. Y'a un problème quelque part là, non? En conclusion, je dirais que malgré le fait que ce film ne soit pas révolutionnaire, il est quand même très sympathique. On passe un bon moment, il est très good vibe. Et d'ailleurs, ce serait bien que ce film marche en ce moment parce que j'étais littéralement tout seul dans la salle. C'était plutôt déprimant. Et je préfère largement que les gens aillent voir ce film plutôt qu'Indiana Jones 5. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Moi, je vais essayer de sortir cette nuit sans me faire découper en deux par un connard qui a attaché une tronçonneuse derrière sa moto. Allez, salut!